Peut-être commencer par rappeler qui on est, hein, je vais me présenter. Je suis Antonin Mérieux, coordinateur technique de l'Association des ludothèques françaises, et donc notamment en charge de tout ce qui est partie formation euh, intervention pédagogique, hein, aussi une partie du plaidoyer de l'association. Je vais demander à Oriane, si elle veut bien se présenter également, de le faire. Oui, bonjour, je suis Oriane Thibaut-Sud, je suis coordinatrice administrative de l'Association des ludothèques françaises. Enchantée. Merci Oriane. Rentrons dans le vif du sujet de cette visio, alors qui est sur le thème les dérives du ludique et leur prévention en ludothèque. Qu'est-ce qu'on peut faire hein, par rapport à ça? Que vous voyez hein, sur la présentation, c'est une visioconférence qu'on a mis en place avec un soutien de la MILDECA, donc qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Pourquoi, quel rapport entre le jeu et ces conduites addictives? Bah, ça fait partie, c'est pas que ça, mais c'est une partie des dérives justement du ludique. On va en parler, on va l'aborder un tout petit peu. Pourquoi ce sujet? Ben, parce qu'on constate, hein, c'est pas nouveau, hein, mais on a de plus en plus d'indices hein, qui nous montrent que il y a des dérives qui se produisent autour du champ du jeu. On considère que c'est notre rôle d'y répondre du côté des ludothèques, hein, parce qu'on est censé être un peu les références sur le jeu, les personnes ressources sur le jeu, et donc on a un rôle à jouer de ce côté-là. Hop, est-ce que oui, ça affiche bien comme il faut, c'est parfait. C'est pas nouveau, hein, dans le projet politique de l'ALF, hein, qui a été établi en 2015, il y a quand même presque bientôt 10 ans, on donne cette définition-là des ludothèques et de leur mission. Donc c'est rien de nouveau, hein. On dit que les ludothèques sont des équipements culturels qui mènent des actions autour du jeu en tant que patrimoine, non, pardon, des actions autour du jeu en tant que pratique, c'est-à-dire le fait de jouer, et en tant que patrimoine, les jeux et les jouets. Des lieux ressources gérés par des ludothécaires, ouverts à toutes et tous, qui ont pour mission de donner à jouer, d'accompagner les mises en jeu, de diffuser la culture ludique et de préserver le jeu de toute récupération. Et c'est souvent ce dernier élément de phrase qui suscite des interrogations où on ne comprend pas bien ce dont il s'agit, récupération, recyclage, de quoi on parle. Et donc c'est ce point en particulier qu'on souhaitait approfondir aujourd'hui pour que ce soit bien clair pour tout le monde, pour l'ensemble du réseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces récupérations? Eh bien, le jeu, euh, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Le jeu, on sait que c'est une source de plaisir, hein. Il n'y a pas toujours du plaisir dans le jeu, hein. On peut avoir des expériences de jeu qui sont frustrantes, qui sont insatisfaisantes, soit parce que le jeu est ennuyeux, soit il y a des mauvais jeux, hein, faut le dire aussi. Soit parce que nous, ce qui nous fait plaisir, c'est gagner et puis on perd, donc on retrouve pas le plaisir qu'on attendait dans le fait de jouer. Mais comme c'est une activité on va le voir, hein, en tout cas dans notre définition, est libre et gratuite, la seule raison pour laquelle on va le faire, c'est qu'on espère en tirer une forme de plaisir, une forme de satisfaction. Le problème, c'est que comme le jeu, d'une certaine manière, source de plaisir, elle peut être utilisée hein, pour des formes de manipulation. Ce qu'on appelle la ruse pédagogique, hein, qui est un très vieux concept, hein, qui est juste d'enrober des activités un peu rébarbatives hein, avec quelque chose qui fait plaisir, hein, d'utiliser quelque part aussi la récompense hein, pour motiver à faire quelque chose. C'est ce que vous voyez illustré avec l'image de la carotte et de l'âne, hein. On va parfois avoir
la tentation d'utiliser le jeu hein, pour induire d'autres choses qui sont un petit peu masquées hein, sous des ressorts attractifs, plaisants, mais avec des intentions cachées derrière. Ça, c'est le côté russe pédagogique. Et le deuxième effet, bah, c'est un effet de conditionnement, hein. Là aussi, hein, le plaisir sert à induire certains types de comportements, hein. C'est des expériences hein, très connues. Vous savez, un psychologue russe hein, qui s'appelait Pavlov, hein, qui a travaillé autour de la récompense, hein, qui a montré qu'on pouvait conditionner. Alors, il a fait des expériences sur des chiens, sur d'autres animaux, hein, mais voilà, avec la promesse d'une nourriture, on pouvait leur faire adopter les comportements désirés. C'est ni plus ni moins que le principe du dressage, hein, alors qui passe d'une partie par la punition, hein, par le bâton, mais aussi par la récompense. Et donc le jeu peut aussi être exploité de cette manière-là. Alors ça, c'est des choses qui sont pas nouvelles, hein, ça a toujours existé. La ruse pédagogique, on la trouve déjà dans la réflexion des philosophes de l'Antiquité autour du jeu. Donc qu'est-ce qui change aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le problème redevient un peu sur le devant de la scène? C'est un autre aspect qui est le jeu comme source de profit. Alors, là aussi, hein, le jeu d'argent, c'est pas nouveau, hein, ça date d'il y a bien longtemps. Les problèmes sociaux créés à cause des jeux de hasard, hein, avec de l'argent mis en jeu, est pas nouveau, hein. Il y a une littérature hein, sur le sujet, aussi bien scientifique que romanesque, hein. Balzac, La peau de chagrin, Dostoïevski, le joueur, enfin, c'est un thème qui a été abondamment traité. La petite différence, c'est que aujourd'hui, ce qui auparavant était, on va dire, cantonné à un secteur très précis, il y a des pratiques très précises, souvent un peu sulfureuses, bah, se déplace hein, vers d'autres types d'activités. Alors notamment le jeu vidéo, hein, c'est quand même devenu, alors on a la formule de dire que c'est la plus grosse industrie devant le cinéma. Alors, c'est plus ou moins vrai, hein, ça dépend quel chiffre on regarde, quels paramètres on prend en considération. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une industrie qui génère énormément de bénéfices. Et dès que, il commence à y avoir de la rentabilité, un intérêt lucratif quelque part, bah, forcément, il y a des dérives derrière, hein, et on constate donc un certain nombre de dérives dans le milieu du jeu vidéo qui commencent à s'importer un petit peu, enfin, commencent même un peu sérieusement, à s'importer dans le milieu du jeu de société, qui, alors, même si on n'est pas du tout sur le même type d'échelle, en termes de rentabilité, bah, commence à devenir un secteur porteur, hein. Le jeu de société, ça marche, hein. Avant, c'était cantonné un peu dans les ludothèques, dans les boutiques spécialisées, etc. Maintenant, ça devient euh, mainstream, hein, comme on dit, hein. C'est une pratique relativement courante, hein, même si elle n'est pas, enfin, socialement, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais en tout cas, ça se diffuse de plus en plus. On en trouve dans les grandes surfaces, dans les surfaces culturelles, etc. Donc, il y a un intérêt financier derrière. Et donc, il y a des dérives qui, là aussi, hein, commencent à s'importer et beaucoup inspirées de ce qui s'est passé auparavant dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, le jeu a toujours été source de dérives, de récupération, mais là, ça s'aggrave un tout petit peu. Alors, pour illustrer cette évolution hein, des pratiques ludiques, là vous avez une petite infographie hein, faite par le syndicat des éditeurs de logiciels ludiques hein, de 2024, donc qui montre que alors là c'est une infographie sur le jeu vidéo, hein, mais en tout cas ça montre que le jeu est une pratique courante, hein, 38 millions de joueurs, parmi lesquels 75% jouent au moins une fois par semaine. Comme je vous le disais, c'est plus une pratique anecdotique, hein, c'est quelque chose d'extrêmement porteur. Alors, on dit souvent, joue-t-on plus aujourd'hui qu'avant? Enfin, on affirme qu'on joue maintenant plus qu'avant.
Je pense que c'est quelque chose qu'il faut nuancer et relativiser, hein. On a toujours joué, le café a toujours été un lieu de jeu bien avant l'apparition des cafés-jeux, hein. C'est traditionnellement le café, on joue. Alors, mais pas au même type de jeu, hein. Les jeux de cartes traditionnels, les dominos, les flippers, les baby-foot, ben aujourd'hui ça disparaît un petit peu. Il y a d'autres pratiques ludiques qui arrivent, hein, qui sont pas tout à fait les mêmes en termes de milieux sociaux, hein. Il y a, les pratiques de jeux de société contemporaines sont plus des pratiques de classe moyenne ou de classe aisée, hein, et les classes populaires ont moins cette forme de jeu. C'est différent pour le cas du jeu vidéo. En tout cas, donc, on ne s- c'est difficile de dire si on joue plus aujourd'hui qu'avant, hein. Les gens ont toujours joué, mais avant on avait pas moins de chiffres d'études faites pour le quantifier. Mais ce qui est sûr, c'est que les pratiques ludiques évoluent. Et notamment que le jeu, et en l'occurrence le jeu de société, devient un produit de consommation, hein, avec énormément de jeux produits, souvent achetés, parfois joués et éventuellement de temps en temps rejoués, hein. Mais c'est plus, c'est de moins en moins le cas, hein, où avant, effectivement, comme l'offre était beaucoup moins importante, bah, les jeux étaient euh, joués et rejoués un grand nombre de fois. Aujourd'hui, les pratiques de consommation, hein, ont évolué. Alors, les pratiques ont évolué et évidemment, le discours sur le jeu a évolué en même temps. Auparavant, le jeu enfin, avait une aura un peu négative, hein. Alors, c'était soit un vice pour tout ce qui était jeu d'argent, plutôt pratiqué par les adultes, et c'était voilà, parce qu'il y avait le côté, enfin l'idée que le jeu d'argent générait des bagarres, que c'était, enfin que ça causait des addictions, hein. C'était quelque chose identifié depuis très longtemps. Enfin, on parlait pas d'addiction, on parlait de folie du jeu, hein, de démon du jeu, de choses comme ça. Et puis que c'était sinon une perte de temps, hein, notamment sur tout ce qui était le jeu enfantin. Bah voilà, au lieu de jouer, ils devraient passer leur temps à travailler, alors que ce soit au sens travailler, étudier, ou au sens travailler réellement, hein, ramener de l'argent à la maison. Aujourd'hui, évidemment, ce type de discours a évolué. Il y a une forme de légitimité du jeu qui est rentrée, alors qui est relativement récente, hein. L'essor du jeu de société, hein, ça a commencé dans la fin des années 90, et donc le discours a évolué avec un décalage. Donc ça fait une vingtaine d'années que ça commence à changer, mais en tout cas le changement s'est fait et on ne trouve quasiment plus aujourd'hui ces affirmations sur le jeu. En revanche, ce qu'on retrouve, c'est que la valeur positive qui est apparue à un moment autour du jeu, je vais revenir sur cette question-là, se trouve déplacée sur de nouvelles formes qui sont très à la limite finalement de ce qu'on entend, de ce qu'on entendait en tout cas il y a 20 ans par jeu. Alors ça, c'est ce que un chercheur américain du nom de Peter Smith s'appelle l'éthos du jeu. L'éthos du jeu, c'est un a priori positif, hein, qui s'est développé peu à peu, hein, qui a pris le pas justement sur cette vision un peu négative. Et ben, on a une tendance aujourd'hui, hein, à penser que parce que c'est du jeu, c'est forcément bien, hein. Donc il y a une espèce d'inversion de la tendance, hein, qui s'est produite. Et donc cette tendance, cette valorisation du jeu, elle est exploitée pour être transposée sur des activités qui ne sont plus vraiment ludiques au sens où on l'entend. Alors, euh, l'origine de l'éthos du jeu, enfin, quelque part, elle date de bien plus qu'une vingtaine d'années, hein. Ça fait quand même depuis plus d'un siècle, hein, parce on en trouve déjà des traces à la fin du 19e siècle ou même avant, hein, on peut remonter à des auteurs comme Rabelais, comme Rousseau, qui voyaient déjà des effets positifs au jeu, mais c'était un petit peu à la marge. Euh, des effets bénéfiques du jeu, on en entend parler depuis donc plus d'un siècle, et du côté de médecins, de pédiatres, de pédagogues, de personnes qui travaillaient avec des enfants.
et qui voyait un intérêt au jeu pour l'enfant. Alors, je vous ai mis là une petite liste hein, d'auteurs un peu anciens, hein, mais pour montrer que l'idée est pas nouvelle non plus. Alors, c'est repris évidemment aujourd'hui avec des méthodes, des conceptions scientifiques un peu plus modernes, mais qui n'apportent pas finalement grand-chose de plus à tout ce qui a été dit auparavant hein, par les personnes qui ont réfléchi sur la question et qui ont démontré que le jeu, hein, c'est un peu euh, une formulation raccourcie hein, que je vous ai mise là, hein, que le jeu est bénéfique à l'épanouissement de l'enfant. Alors, euh, comme, euh, comme on l'a vu avant, c'est pas rentrer dans la pensée courante du jour au lendemain. Ça a mis très très longtemps à s'installer et il a fallu batailler, hein, et ça a été d'ailleurs le rôle des ludothèques pendant longtemps pour défendre cet aspect bénéfique du jeu. Parce que, il y avait cette idée que c'était effectivement plutôt une perte du temps, que ça servait à rien, etc. Mais il y a des gens qui ont lutté pour que ce soit reconnu. Aujourd'hui, ça l'est globalement, mais le problème, c'est qu'il y a une espèce d'incompréhension sur ce qu'on entend par jeu qui s'est instauré, hein, une espèce de glissement sémantique qui fait que on ne parle plus de la même chose quand on parle de jeu, mais on continue à garder l'image positive attachée au jeu de l'enfant. Alors, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand toutes les personnes que vous avez vues précédemment, donc ces psychologues, ces éducateurs, ces pédagogues, défendaient l'intérêt du jeu, ils éprouvaient pas forcément le besoin de définir le jeu parce que c'était compris comme ça. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Quand ils parlaient de jeu, c'était ce que font les enfants quand il n'y a personne derrière eux. C'était euh, ce qu'ils font quand on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc le jeu comme activité libre. Et c'est ça qu'ils identifiaient comme étant bénéfique, hein. C'est le fait de laisser l'enfant faire ce qu'il a envie de faire sans se préoccuper de si c'est utile, si c'est rentable, etc. Aujourd'hui, on a gardé cette idée-là, hein, mais on l'a transposée, on a dit, ah bah oui, le jeu c'est bénéfique, bah alors très bien, bah, puisque le jeu est bénéfique, bah faisons jouer les enfants à des trucs qui sont bénéfiques, hein. Et là, vous voyez deux images d'enfants qui, vues de l'extérieur, on pourrait dire, bah oui, c'est deux images d'enfants qui jouent, ben pas forcément, hein, selon la façon dont on entend, dont on comprend le jeu, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux groupes d'enfants que vous voyez ne font pas la même chose, hein. Il y a un vécu, un ressenti, hein, un contexte, un cadre hein, aussi, comme on dit parfois, qui est différent. Et les effets dans un cas ne sont pas forcément transposables dans l'autre cas. Ce qui se passe quand des enfants jouent librement, les effets que ça a pour eux n'est pas la même chose que quand des enfants jouent de manière contrainte ou que quand le jeu comporte un certain nombre de dérives. Mais on va voir, hein, je vais vous illustrer par des exemples, hein, comment on continue de plaquer en quelque sorte les bénéfices et l'intérêt du jeu libre sous des formes qui n'ont plus rien à voir. Alors, on va passer quelques exemples hein, en revue et on va voir à chaque fois concrètement qu'est-ce qu'on peut faire à ça en ludothèque. Alors, premier exemple que je vous donne, hein, c'est le secteur du jeu d'argent hein, qui s'approprie, enfin qui tente en tout cas de s'approprier cette dimension positive hein, du jeu. Alors là, vous avez un exemple, hein, un appel à projet de la Française des Jeux qui date des années 2018-2022. Hein, alors, c'est pas la Française des Jeux, c'est la fondation de la Française des Jeux. Hein, donc, vous savez, les astuces qui permettent de payer moins d'impôts hein, pour les grandes entreprises. Donc,
par le mécénat, etc. Donc un appel à projet au service de l'égalité des chances et sur le thème proposer des méthodes et pédagogies ludiques et créatives au service de l'égalité des chances. Et ça s'accompagnait de tout un discours sur, bah oui, à la française des jeux, on est convaincu que le jeu est créateur de liens sociaux, favorise la créativité, etc. Tout un tas de choses positives, ben, sauf que, évidemment, vous comprenez que le jeu tel que le conçoit la Française des Jeux n'est pas tout à fait le jeu auquel on pense nous. Et il y a des ludothèques qui ont pu obtenir des financements de la Française des Jeux, en disant, bah oui, c'est bien, nous on fait du jeu, ah bah nous aussi, c'est super, on fait la même chose. Non, on ne fait pas la même chose. Mais c'est ce que, il y a une espèce de confusionnisme qui s'installe et contre lequel on doit réagir. Alors, là, vous avez cet exemple de l'appel à projet. Si vous voulez voir des exemples plus concrètement de comment ce confusionnisme s'installe, bah, là, voilà, le passage, le raccourci entre jeu de société et jeu d'argent, vous l'avez en exemple sous les yeux, hein. Je ne sais pas si vous saviez que ça avait existé. Mais il y a des déclinaisons de jeux de société en jeux à gratter, hein, qui sont faites. Alors, euh, actuellement, je ne pense plus que les jeux que vous voyez là soient encore distribués. Alors, Catan, là, vous avez l'image d'une version canadienne, hein, de tickets à gratter sur le jeu Catan. Ça a été distribué aussi en France, hein. Le jeu Potion Explosion aussi, de même, a été décliné en jeu à gratter. Et puis surtout Double, ce qui est extrêmement problématique dans la mesure où Double, c'est quand même le jeu pour enfants par excellence, hein, qu'on découvre à la ludothèque, mais même au centre de loisirs, à l'école, etc. Tous les enfants passent par Double. Et donc faire un jeu à gratter sur le thème d'un jeu enfantin, c'est quand même extrêmement limite en termes d'éthique. Mais voilà, ça traduit le fait que bah, cet engouement qu'il y a sur le jeu de société, cette valeur affective, hein, attachée au jeu de société, on va chercher à la transposer sur d'autres supports. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire à ça en ludothèque? Être vigilant au fait que ça existe déjà, et puis faire attention à des pratiques qui sont parfois un petit peu limites. Et ça, on en a discuté effectivement avec nos partenaires de la MILDECA. Euh, Banaliser le jeu d'argent, c'est pas forcément une très bonne idée, hein. Et notamment avec tout ce qui est fausse soirée casino, où c'est très rigolo, on fait semblant d'être au casino. Alors vous allez me dire, on fait semblant, c'est pas pour de vrai, et dans le jeu, on fait semblant de beaucoup de choses. On fait semblant de se battre, donc est-ce qu'il faut arrêter aussi les jeux de guerre, etc. Alors la réponse est non. Euh, il y a une nuance à apporter, c'est que quand des enfants ou des adultes, hein, d'ailleurs, jouent à la guerre, jouent à s'affronter, jouent à s'entretuer allègrement, il y a une dimension transgressive. C'est-à-dire que justement, on le fait dans le jeu parce qu'on sait que c'est interdit, que c'est dangereux, que c'est quelque chose, enfin, de presque tabou, hein, dans la vie courante. Et donc, ben, c'est ça qui est extrêmement plaisant de faire dans le jeu, hein. On fait ce qu'il ne faut pas faire hein, pour de faux. Ça peut tout à fait être le cas sur les soirées casino qui peuvent avoir ce côté transgressif, mais pour ça, il faut que ça s'accompagne d'une sensibilisation au fait que le jeu d'argent est un problème. Alors pourquoi c'est important? Ben, parce que souvent, hein, les addictions au lieu d'argent sont liées à des expériences familiales où le jeu d'argent était perçu avec un volet positif, hein. Alors c'est peut-être l'époque des années 80 où les parents envoyaient leurs enfants acheter des jeux à gratter dans les bureaux de tabac, hein, où c'était théoriquement interdit, mais en pratique ça pouvait se faire ou forcément une sensibilisation et avec une connotation plutôt positive de ce type de jeu. Et c'est cette connotation positive qu'il faut casser, parce que ben, les jeux d'argent, c'est un réel problème en termes de santé publique, hein, et ça va pas aller en s'arrangeant avec
l'ouverture des casinos en ligne, hein, qui est prévue, enfin en tout cas un projet de loi. Donc on va probablement vers du pire de ce côté-là, hein. Alors c'est des dynamiques effectivement d'addiction, d'endettement, de basculement dans la délinquance pour contrebalancer l'endettement. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez terrible, hein, en termes d'effets. Ça va s'accentuer et donc on doit faire attention à ne pas alimenter ces problèmes-là en banalisant ou en associant l'expérience de jeu d'argent à une représentation positive. Ça peut être tout à fait pertinent de proposer du jeu d'argent et des fausses soirées casino, enfin du jeu d'argent pour de faux en ludothèque et des fausses soirées casino, si ça s'accompagne d'une action de sensibilisation pour dire là c'est bien, c'est rigolo parce qu'on le fait pour de faux, mais surtout il faut pas le faire en vrai, hein, comme les jeux violents, comme les jeux de guerre, etc. Voilà pour le premier aspect, hein, donc vigilance par rapport à la récupération de la valeur positive du jeu par le champ du jeu d'argent. Le deuxième point, c'est là aussi, hein, c'est en lien avec les pratiques addictives. Alors, ça porte plus sur le jeu vidéo pour le coup que sur le jeu de société. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué de rendre un jeu de société addictif, hein, parce que les mécanismes sont pas les mêmes. Notamment qu'il n'y a pas de contrôle du rythme du joueur du jeu de société, ce qu'il peut y avoir sur le jeu vidéo. Alors, sur le jeu vidéo, vous avez une espèce de double discours de l'industrie qui se présente un petit peu comme un bloc, hein. C'est l'industrie du jeu vidéo prise dans son ensemble avec des instances, hein, qui la représentent globalement, qui d'une part a suffisamment d'argent et de moyens pour se payer des études qui démontrent les bienfaits du jeu vidéo. Alors oui, il y a des bienfaits du jeu vidéo, souvent. Les études qui sont faites, alors sont faites très sérieusement et affirment des choses tout à fait vraies, hein, que le fait de jouer a un impact sur le cerveau. Bon, euh, par exemple, si vous jouez à des jeux de rapidité, enfin des jeux d'action-réaction, bah, ça va améliorer votre coordination humain, ça va améliorer votre réactivité, etc. Alors c'est tout à fait vrai, mais c'est d'une banalité affligeante, hein, et c'est pas propre aux jeux vidéo, c'est vrai pour toutes les formes de jeu, mais même pour toutes les formes d'activité. À partir du moment où vous exercez une activité, ben oui, vous devenez meilleur dans les compétences, dans les capacités que nécessite cette activité. C'est absolument pas une découverte et c'est absolument pas une spécificité du jeu vidéo. Mais il y a tout ce discours, toutes ces études qui valorisent le jeu vidéo sous cet angle-là. Et en même temps, vous avez l'introduction dans un certain nombre de jeux vidéo de, euh, de ruses comportementales qui font que le jeu va être rendu addictif. Alors il y a eu une levée de bouclier quand l'OMS a parlé d'un trouble de l'addiction aux jeux vidéo, hein. L'industrie du jeu vidéo a dit non, mais c'est n'importe quoi, vous pouvez pas parler d'addiction, etc. Et en même temps, vous avez des psychologues qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo pour les rendre, alors si on peut pas dire addictif, on peut dire pour faire en sorte que les joueurs et joueuses aient le plus de mal possible à décrocher du jeu vidéo. Alors même si on parle pas d'addiction, c'est quand même un tout petit peu pernicieux comme effet. Alors vous avez un petit schéma là qui illustre le principe extrêmement simple et qui là aussi, hein, est pas spécifiquement employé dans le jeu vidéo. C'est exactement le même mécanisme que vous avez dans les jeux d'argent, notamment dans tout ce qui est machine à sous, hein, pour rendre les machines à sous addictives. C'est aussi le principe de fonctionnement des réseaux sociaux, hein. Ça, là, c'est plus ce qui illustre le schéma. C'est ce qu'on appelle le circuit de la dopamine, hein, la boucle de récompense de la dopamine, hein. Vous avez une récompense. Votre cerveau sécrète une hormone qui s'appelle la dopamine, qui provoque une sensation de bien-être, de plaisir, qui est éphémère. La dopamine va redescendre. Vous allez avoir envie de retrouver cette stimulation-là. Vous allez chercher la récompense et ça produit une boucle comme ça qui fait que vous allez avoir beaucoup de mal à sortir
de ce cycle et vous allez enchaîner les parties ou continuer à jouer à votre jeu pendant des durées parfois déraisonnables, hein. Alors dans les jeux vidéo, ça se traduit par le fait ah bah j'ai gagné un niveau, bah je vais continuer à jouer, ah bah j'ai gagné un nouvel objet, bah je vais continuer à jouer, ah bah j'ai accès à une nouvelle zone, bah je vais continuer à jouer, ah bah j'ai regagné un niveau, je vais continuer à jouer. Voilà. Hein, c'est de la récompense régulière qui fait que on n'arrive pas à sortir de la dynamique. C'est de plus en plus utilisé dans certains jeux vidéo, hein, encore une fois, pas dans tous, et notamment dans tous les jeux qui sont présentés comme gratuits, mais qui ne le sont pas complètement, hein, qui sont gratuits, mais il y a des possibilités d'acheter des choses à l'intérieur. Et donc type Candy Crush, Fortnite, etc. Et donc ça cause aussi des gros problèmes, hein, ce type de jeu. Alors, là aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le jeu vidéo des ludothèques, hein. Au contraire, euh, à partir de cette année, on a commencé à vouloir aussi montrer qu'il y avait d'autres formes de jeux vidéo qui méritaient qu'on s'y intéresse, hein, notamment au travers de l'introduction d'une catégorie jeux vidéo dans la sélection des ludothécaires, hein. Là, vous avez une image de Dordogne, hein, le jeu qui a été primé cette année qui est évidemment voilà, un jeu extrêmement intéressant sur tout un tas de plans et qui ne rentre pas dans ces effets un peu pervers de certains jeux vidéo, hein, qu'on vous rappelle ici, hein, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on propose en ludothèque, hein, ne pas proposer de jeux qui vont justement utiliser ce système de boucle de récompense, hein. Le but, c'est pas que les publics qu'on reçoit ressortent de la ludothèque addicts aux jeux vidéo. Faire attention aussi aux préjugés, stéréotypes véhiculés par les jeux, au modèle économique des jeux, hein, euh, un jeu sain, a priori, est un jeu qu'on paye, hein, une fois, éventuellement avec des extensions si on le désire, mais un jeu gratuit ou un jeu qui propose voilà, de la monétisation, hein, des microtransactions, c'est-à-dire des petits achats en ligne ou qui vous balance toujours des publicités, bah, c'est pas forcément pertinent de le proposer. Et puis enfin, dernier point de vigilance, certains jeux en ligne où les communautés peuvent être un petit peu toxiques, donc voilà, c'est pas forcément opportun de les proposer en ludothèque. Alors pour finir, dernier exemple de cette récupération de la valeur positive attachée au jeu, c'est tout le champ du jeu utilitaire, hein, c'est-à-dire jouer c'est bien, ok, mais c'est pas rentable. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour rentabiliser le jeu? Alors, enfin pas rentable, c'est rentable pour ceux qui les vendent, hein. Là, c'est l'idée d'une rentabilité pour celui qui le pratique, hein. Faisons en sorte que ça soit utile pour les personnes qui le pratiquent. Alors évidemment, de notre point de vue, c'est très utile, mais à condition que ce soit libre, et c'est justement quand on veut mettre de l'utilité derrière que ça devient inintéressant, voire dangereux. Alors, cette vision utilitaire du jeu, elle se fait de deux manières. Il y a le courant qu'on appelle en français la ludification ou ludicisation, hein, qui est une traduction de l'anglais gamification, qui est l'idée on prend une activité réelle, hein, entre guillemets, une activité du quotidien, typiquement le travail, hein, ou les études, l'apprentissage, et on va mettre des mécanismes ludiques dedans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mécanisme ludique? Ça veut dire, mettons des récompenses, mettons des points, mettons de la compétition, voilà, puis ça devient du jeu. Alors, évidemment, c'est totalement fallacieux comme raisonnement parce que les points, les évaluations, la compétition, les récompenses, c'est quelque chose qui existe en dehors du jeu et c'est rigolo à mettre dans le jeu parce que on sait que c'est pour de faux, hein. La compétition, c'est super dans les jeux parce que on sait que ça n'a pas de conséquences derrière. C'est pas comme la guerre où là, effectivement, selon que vous gagnez ou vous perdez, ça se sent quand même un tout petit peu en termes de conséquences. Donc la ludification, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Vous avez là un ouvrage qui date de l'année dernière, hein,
d'un sociologue du travail, hein, Stéphane Lelay, hein, qui montre des dérives, hein, de l'introduction du jeu dans le monde du travail, et comment même cette introduction du jeu vient en fait reprendre le contrôle sur des pratiques véritablement ludiques qui existaient auparavant dans la façon d'exercer les métiers, hein, avec des petites marges de manœuvre où on pouvait s'amuser, hein, faire des choses gratuitement au sein du travail, mais ça pose problème, donc on le remplace par une vision du jeu qui corresponde à des intérêts en termes de performance, de productivité, etc. Alors, la gamification commence quand même un peu aujourd'hui à avoir mauvaise presse, et notamment tout l'autre courant qui est le courant du jeu sérieux, pour défendre l'intérêt qu'il représente, bah, dès que quelque chose paraît un peu maladroit ou un peu contre-productif, ils disent: «Ah mais c'est pas du jeu sérieux, c'est de la gamification». Alors en réalité, euh, on va voir que l'un et l'autre se rejoignent et enfin, répondent à la même dynamique, hein. Alors, le jeu sérieux, c'est quelque chose qui est d'abord apparu du côté du jeu vidéo, avec l'idée que c'est un logiciel qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, informative, communicationnel, marketing, etc., sous des dehors ludiques. Donc cette expression sous des dehors ludiques, alors parfois on trouve sous une forme ludique, mais j'aime bien la formulation sous des dehors ludiques, c'est-à-dire qu'on est dans l'apparence, on est un petit peu dans la ruse. Euh, Il y a une autre intention que le fait de faire jouer derrière, hein, donc ça renvoie aussi à la ruse pédagogique, hein, enfin, dont on parlait précédemment. Alors pas tout le temps, parce que parfois, enfin, et même souvent, les jeux sérieux sont présentés comme de vrais supports d'apprentissage, mais des supports d'apprentissage fun, hein, voilà. Alors, c'est une industrie qui est en pleine croissance, hein, qui n'est pas nouvelle non plus, hein. Le jeu éducatif, hein, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça connaît un regain d'activité parce qu'il y a ce concept de jeu sérieux qui, sous des dehors et des discours pseudo-scientifiques, tente de montrer qu'il apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se faisait avant. Alors, pourquoi gamification et jeux sérieux, pourquoi c'est problématique et pourquoi ça se rejoint? Ben, parce que vous voyez que la ludification, on part d'une activité réelle et on se dit rendons-la ludique. Le jeu sérieux, on se dit bah, partons d'une forme ludique et mettons-y des objectifs, des intentions utilitaires. Mais tout ça, ça aboutit finalement à une espèce d'entre-deux, hein, une espèce de zone grise où on ne sait pas trop si c'est du jeu ou si ça n'est pas du jeu, hein. Alors, ce qui pourrait ne pas être un problème, hein, en soi, il peut tout à fait. Alors, c'est Gilles Brougère, hein, qui dit que on peut pas dire si facilement une chose est du jeu, une chose n'est pas du jeu, hein. Il y a un continuum qui se fait entre des formes plus ou moins dirigées, plus ou moins utiles de jeu. Alors, c'est tout à fait vrai. Mais plus c'est flou, plus on est dans une zone grise, plus c'est propice justement à des manipulations, à des abus, hein. C'est vrai pour le jeu, mais c'est vrai absolument pour tout, hein. C'est vrai pour les relations interpersonnelles, hein. Quand la relation n'est pas claire, quand les choses ne sont pas dites clairement, ben, c'est vrai aussi dans le monde du travail, hein. C'est là que les problèmes commencent. Et donc, certes, on peut voir le jeu comme un continuum. Mais il y a des seuils qui sont importants, hein, quelque part, euh, entre le fait de faire une blague à quelqu'un et le fait de harceler, c'est aussi un continuum. Mais il y a un moment où il y a un seuil qui va être franchi, qui va faire que ce qui pouvait être amusant une fois, ben, quand c'est répété systématiquement, ben, ça devient problématique, ça devient du harcèlement. Dans le jeu, c'est un peu la même chose, hein, qui est un petit truc, un petit clin d'œil utile ou des petites choses sérieuses dans le jeu, c'est absolument pas un problème. Mais quand on veut à tout prix que ce soit utile et quand ça devient un peu systématique, bah, là, on rentre dans quelque chose. Alors, utile au sens, enfin voilà, si je reprends la définition, ça peut être
de la propagande idéologique, ça peut être du changement de comportement, hein. On va faire changer le comportement des gens sans qu'ils s'en rendent compte par le jeu. Voilà, c'est quand même des choses plus éthiquement plus discutables. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau en ludothèque? Ben, avoir un discours clair hein, sur le jeu et sur notre positionnement, sur le positionnement des ludothèques par rapport à tout ça. Avec l'idée que le problème, c'est pas un problème, c'est souvent présenté comme ça, mais c'est pas un problème de définition du jeu. C'est pas que nous, on a raison sur ce qu'est le jeu et que les autres définitions possibles ont tort. Le problème, c'est que selon la façon dont on définit le jeu, ça n'a pas les mêmes effets sur les personnes qui jouent. Et nous, on défend notre vision du jeu parce qu'on pense qu'elle a des effets plutôt bénéfiques de notre point de vue, c'est-à-dire dans l'idée que ça va favoriser l'autonomie, favoriser le bien-être, favoriser la réflexion critique, etc. Parce que, enfin, il y a des enjeux derrière, hein, et effectivement, on pourrait considérer que ben, le conditionnement par le jeu, oui, ça a des effets bénéfiques, mais pas dans ce sens-là. Pas dans le sens de la conscientisation, dans le sens de l'instrumentalisation des individus, hein, alors, voilà, c'est selon le type de société, selon le type de vision que vous avez de la société et de l'être humain, bah, on n'a pas les mêmes attendus et on va pas défendre la même vision du jeu. Donc, voilà, ne pas s'arc-bouter sur la définition, mais s'arc-bouter sur les effets produits. Et c'est parce qu'il y a ces effets-là derrière qu'on pense que c'est intéressant de définir le jeu comme une activité libre, gratuite entre autres, et que les autres visions peuvent avoir des effets d'impact nuisibles et contre-productifs. Alors, je vais revenir sur ces effets d'impact. Je vous ai mis une petite citation aussi hein, de Freud, hein, donc pas un truc tout à fait récent non plus, hein, mais qui constatait déjà à l'époque dire on peut pas dire que le jeu s'oppose au sérieux parce que la concentration, l'importance accordée au jeu par les personnes qui jouent est énorme et que c'est une activité tout à fait importante. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas sérieuse. Donc voilà, d'où le fait qu'il opposait le jeu à la réalité et pas au sérieux. Alors là, je vous ai remis hein, la définition de l'ALF, hein, que vous retrouverez dans le projet politique, hein, mais c'est plus pour rappel. Alors pourquoi cette définition est malgré tout importante, hein, finalement, est-ce que c'est grave si les gens parlent de jeux sérieux et que nous, on parle pas? Bah, je vais vous répondre en deux temps. En vous disant en premier temps, bah, ça ne change absolument rien. Hein, je vous ai mis là une citation de Shakespeare qui dit ce que nous appelons rose sous n'importe quel autre nom sentirait aussi bon. C'est-à-dire, peu importe la façon dont on nomme les choses, ça ne change pas ce qu'elles sont. Et si on appelle jeu tout un tas de trucs, bah, il n'en reste pas moins que les effets sont les mêmes. Hein, c'est pas ça qui va changer les choses. Donc, on pourrait se dire, c'est pas important de batailler sur ce qu'on nous accuse hein, souvent d'être dans des espèces de subtilités sémantiques, de dire ah vous dites que là c'est pas du jeu, mais est-ce que c'est vraiment important, etc. Bah, oui, c'est quand même important. Ça ne change pas les choses, effectivement, hein, les mots qu'on utilise pour les dire, mais ça change la façon dont on se représente le monde et la façon dont on interagit avec le monde. Hein, les mots ne changent pas le monde, ils changent notre rapport au monde. Alors, je vous ai mis une autre citation, hein, c'est pas que je sois fan des citations, mais ça aide. Voilà, si on a la citation en tête, on se rappelle l'idée sous-jacente derrière. Donc là, une citation de Camus, hein, assez connue, qui dit: Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Pour dire, alors ça veut absolument pas dire, ça a été entendu récemment dire, oui, les mots ont un sens, c'est important de respecter le sens. Non, c'est exactement l'inverse hein, que dit Camus dans cette critique d'une de l'ouvrage d'un philosophe du langage. C'est au contraire, les mots n'ont pas de sens, les mots sont toujours flous, les mots sont toujours imprécis. Et c'est particulièrement vrai avec le mot jeu. Et donc, l'importance du langage, c'est d'essayer d'atteindre un degré de précision maximum sur ce dont on parle.
D'où le fait que c'est quand même important de bien préciser ce qu'on entend par jeu pour qu'il y ait le moins d'ambiguïté possible sur ce qu'on entend derrière. Et évidemment, c'est de cette ambiguïté que jouent toutes les formes de récupération qu'on a vues précédemment, hein, en faisant croire que ce qu'il y a de positif dans le jeu libre de l'enfance, ça peut s'appliquer de la même manière aux jeux d'argent, aux jeux utilitaires ou aux jeux addictifs. Ben non, ça n'est pas le cas. Donc voilà, hein, on arrive à la fin un petit peu de cette présentation. Donc, je vous parlais des effets d'impact du jeu. Bah, le fait que le mot jeu soit aujourd'hui utilisé à tort et à travers, ça produit les conséquences suivantes. Ça fait que le message qu'on essaye de faire passer, donc comme je vous ai dit depuis plus d'un siècle, sur l'importance du jeu en tant qu'activité libre, gratuite, réglée et incertaine pour l'épanouissement de l'enfant, bah, ça devient inaudible, hein. Parce qu'il y a des ambiguïtés et que quand des parents pas spécialistes de la question entendent le jeu c'est important pour le développement de l'enfant, ils se disent bah ok, puisque le jeu est important pour le développement de l'enfant, collons des logiciels ludiques sur des tablettes à nos enfants de 2 ans et puis ça leur fera du bien. D'ailleurs, on voit des articles qui disent que le jeu vidéo est bon pour le cerveau. Et ça, évidemment, ça n'est pas de ça dont il s'agit, et c'est plutôt dommageable que bénéfique pour les enfants de comprendre le jeu de cette manière-là. Et puis ensuite, c'est utilisé hein, pour tout un tas de manipulations, hein, c'est les cas qu'on a vus précédemment, hein, pour faire croire que des activités, en les présentant comme jeu, on leur associe une connotation bénéfique, socialement sans conséquence, plaisante, agréable, alors que bah, dans les exemples qu'on a vus précédemment, ça n'est pas nécessairement bénéfique, ça n'est pas socialement sans conséquence. En revanche, oui, c'est plaisant et agréable, et c'est pour ça que c'est un problème, hein, parce que si c'était désagréable, tout le monde s'en rendrait compte et il n'y aurait pas de souci derrière. Voilà, et donc pour finir, je vous ai mis une nouvelle citation de Janusz Korczak. Alors pourquoi Janusz Korczak? Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est un auteur que j'aime beaucoup, hein, qui est mort au milieu du XXe siècle, hein, en déportation parce c'est un médecin, un pédiatre et qu'il était en charge de l'orphelinat du ghetto de Varsovie. Euh, alors pourquoi c'est d'actualité d'en parler? Parce que nous sommes au mois de novembre. La semaine prochaine, c'est la semaine des droits de l'enfant qui se clôt par la journée internationale des droits de l'enfant. Et ces droits de l'enfant, ils sont apparus suite aux travaux donc de Janusz Korczak, qui est le premier à avoir évoqué la question des droits de l'enfant et à avoir introduit des pratiques éducatives très différentes et qui donnent une véritable place à l'enfant en tant que sujet et pas seulement en tant qu'objet d'éducation. Et donc j'ai trouvé cette citation de lui hein, qui dit: «Le monde, c'est la retransformation perpétuelle du mal», qui illustre pour moi parfaitement cette dérive hein, du jeu qui auparavant était une activité, soit on la déconsidérait, on s'en occupait pas, et quand elle commence à devenir positive, quand on commence à réaliser ses bienfaits, bah, tout de suite elle devient objet de récupération et de dérive.